Cette vidéo concerne les 3 classes de 4e. C'est la dernière séance de l'unité 8, votée sous le Second Empire, 1852-1870. Première partie, la prise du pouvoir. La Seconde République, qui a provoqué à la fois tant d'espérance et de désillusions, a mis en place une constitution dans laquelle le président est élu pour 4 ans et non rééligible. En 1851, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est très populaire auprès des Français, souhaite modifier cette constitution pour pouvoir se représenter en 1852. L'Assemblée législative refuse cette modification. Donc, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État, dont il prend le pouvoir par la force. Élément biographique, Louis-Napoléon Bonaparte est né à Paris en 1808 et meurt à Childhurst, en Angleterre, en 1873. Il est le neveu de Napoléon Ier. Exilé en 1815 à la chute du Premier Empire, il tente plusieurs coups d'État. Il est condamné à la prison à perpétuité. Enfermé au fort de Ham, dans la Somme, il s'évade au bout de 6 ans, déguisé en maçon. Il est le premier président de la République française et devient empereur à la suite d'un coup d'État en 1852. Il prend le nom de Napoléon III car il se considère comme le successeur de Napoléon II, l'Aiglon, fils de Napoléon Ier. Or, ce Napoléon II n'a jamais régné, puisque quand les Alliés ont battu Napoléon, il était le fils de Louise, qui était une princesse autrichienne. Il a été donc élevé et grandi en Autriche, où il est mort. Et vous voyez un portrait donc de Napoléon III. À quelle famille appartient Louis-Napoléon? C'est la famille Bonaparte. Quelles fonctions successives va-t-il occuper en France? C'est le premier président de la République. Et ensuite, il deviendra empereur. Pourquoi choisit-il le numéro 3 pour son nom de règne? Car il se considère comme l'héritier de Napoléon II, lui-même fils de Napoléon Ier. Chronologie de la prise du pouvoir. 2 décembre 1815, coup d'État. Les murs de Paris sont couverts de placards, c'est des affiches imprimées, annonçant la dissolution de l'Assemblée, le rétablissement du suffrage universel, l'état d'urgence et la mise en place de nouvelles institutions. Les principaux chefs républicains sont arrêtés. Et Victor Hugo va en profiter pour fuir en exil dans l'île anglo-normande de Guernsey. Quelques barricades sont dressées en protestation dans Paris et des incidents ont lieu dans certaines provinces, mais ils restent limités. Le peuple, dans sa grande majorité, accepte la situation. 21 décembre 1851, plébiscite. Alors, un plébiscite, c'est un procédé par lequel un homme qui a accédé au pouvoir demande à l'ensemble des citoyens de lui manifester leur confiance en se prononçant par oui ou non sur un texte donné. Ça se rapproche très fort d'un référendum. Le référendum, c'est le nom qui a été donné sous la République. Sous les Bonaparte, que ce soit Napoléon Ier ou Napoléon III, on va appeler plutôt cela un plébiscite. Les électeurs doivent se prononcer sur la question suivante. Le peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées par sa proclamation du 2 décembre 1851. Dans les questions, en jaune, les mots expressions qui indiquent l'existence de la démocratie. 2 mots, plébiscite, on vote oui ou non, et les électeurs, qui eux vont voter. Chronologie de la prise du pouvoir, partie 2. Plébiscite du 21-22 novembre 1852. Le 2 décembre 1852, publication du décret officialisant le Senatus Consulte. Donc c'est sous le consulat, Napoléon Ier et Second Empire, Napoléon Ier puis Napoléon III. Décision qui émane du Sénat seul et qui a valeur de loi. Ça reprend un vieux mot qui date de la Rome républicaine et impériale.
du 7 novembre et faisant de Louis-Napoléon Bonaparte l'empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le Senatus Consult du 7 novembre 1852. Donc, envers les mots expressions qui attestent du rétablissement d'une monarchie, les dignités impériales, titre d'empereur, et l'hérédité dans sa descendance, c'est-à-dire que son successeur sera tiré de sa famille. Y a-t-il des oppositions importantes au coup d'État? Il y a eu quelques barricades sur Paris, quelques petites manifestations, notamment dans le sud de la France, en Provence, pour refuser ce nouveau régime, mais elles sont très très limitées. À ton avis, et selon tes connaissances sur les événements passés, pourquoi le peuple accepte-t-il ce coup d'État? Il y a très peu de résistance parce que la Seconde République, beaucoup déçue, et il veut un gouvernement efficace, stable, pour résoudre notamment les problèmes économiques et sociaux. Et ça évite aussi les successions de révolutions et de régimes politiques qui a eu lieu depuis 1789, je vous rappelle royauté, la Première République, le Consulat, l'Empire, la royauté de nouveau avec la famille des Bourbons. Une autre révolution, c'est les Orléans, cousins des Bourbons. Une révolution, la Deuxième République, et un coup d'État avec le Troisième Empire. Voter sous le Second Empire une démocratie autoritaire. On va prendre quelques citations de Napoléon III. Le conflit entre l'Assemblée et le prince-président sur la durée du mandat présidentiel a poussé Louis-Napoléon Bonaparte à faire un coup d'État en décembre 1851. Ce coup d'État ne rencontre que peu d'opposition et Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon III. Quelle conception a-t-il du pouvoir? Un gouvernement établit le bien-être des masses sur des bases inébranlables et sera inébranlable lui-même. C'est contre le paupérisme en 1844. Issu d'une famille qui a dû son élévation au suffrage de la nation, je mentirais à mon origine, à ma nature, et qui plus est au sens commun si je n'admettais pas la souveraineté du peuple comme base fondamentale de toute organisation politique. 21 octobre 1843. Qui décidera des différentes formes de gouvernement? Le peuple. Qui est le plus juste et le plus fort de tous les partis? Le peuple qui abhorre autant les excès que l'esclavage. Le peuple qu'on ne peut jamais corrompre et qui a toujours le sentiment de ce qui lui convient. Et le peuple ne peut exercer son pouvoir en permanence car les masses nombreuses en peuvent délibérer. Considérations politiques et militaires sur 10 en 1833. L'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse, n'a pas besoin de chef, tandis que la nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme. Idée napoléonienne, 1839. En jaune, les expressions et mots qui indiquent que Louis-Napoléon Bonaparte est favorable à la démocratie, le bien-être des masses, la souveraineté du peuple, pensez à la souveraineté nationale qui est née avec la Révolution, et qui décidera des différentes formes de pouvoir, le peuple. Et en vert, ce qui montre que Louis-Napoléon Bonaparte a une conception autoritaire de la démocratie, c'est la nature de la démocratie et de se personnifier dans un homme. Ça rappelle un peu ce qui se passe actuellement avec notre président. Pardon. Le schéma du système politique et administratif du Second Empire. Donc, à la tête, vous avez l'empereur et les ministres qui forment le gouvernement. Il va nommer les sénateurs, le Conseil d'État, qui vérifie la régularité des lois, et les préfets, les sous-préfets, ainsi que les maires. Ils ne sont pas élus. Par contre, les citoyens vont élire le corps législatif, ce
qu'on appellerait des députés, le conseil général dans chaque département, le conseil d'administration, il y en a plusieurs par département, et le conseil municipal. Et il va répondre au plébiscite en répondant par oui ou non vis-à-vis de l'empereur. Et après, vous avez des pressions sur les élections. C'est-à-dire que le gouvernement exerce des pressions sur le corps législatif, notamment par la nomination de candidats officiels. Après, tout le monde peut quand même se présenter. Mais les préfets et les sous-préfets qui représentent l'État dans les départements vont eux-mêmes exercer des pressions sur les députés, le conseil général du département, d'arrondissement, conseil municipal et les maires. À partir du schéma des deux précédentes réponses, cite ce qui relève dans le système du Second Empire d'une démocratie. C'est le suffrage universel masculin pour l'élection des membres du corps législatif, des conseils généraux, d'arrondissements municipaux, mais aussi les votes qui sont directement liés à l'empereur, les plébiscites. Et l'autoritarisme, ce sont les nominations directes des conseillers d'État, des sénateurs, des préfets, des maires et surtout des pressions faites sur les électeurs pendant les élections, en désignant un candidat qui est favorable au régime. L'implication personnelle de Napoléon III. Le plébiscite est l'élément fondamental car c'est de lui que Louis-Napoléon puis Napoléon III tire sa légitimité. À 4 reprises, le peuple lui a donné cette légitimité. En 1848, lorsqu'il l'a élu président de la République, en 1851, lorsqu'il a entériné le coup d'État, en 1852, lorsqu'il en a fait un empereur, en 1870, lorsqu'il a accepté l'évolution du régime vers le parlementarisme. Entre les plébiscites, le peuple est certes fréquemment consulté électoralement, mais il est clair que voter pour un député et, a fortiori, pour un conseiller général ou pour un maire ne saurait remettre en question le mandat donné par le plébiscite à l'empereur. Mais dans ces conditions, l'empereur ne court-il pas le danger de voir ses liens avec le peuple se distendre? C'est pour éviter ce danger qu'il doit avoir recours aux voyages réguliers à travers la France. Aller au-devant de la population, rencontrer des citoyens de toutes conditions, les interroger sur leurs problèmes, se montrer sous son meilleur jour, affable, bienveillant, en même temps qu'être entouré des plus grandes marques de respect de la part des notables et des détenteurs de l'autorité locale, au milieu de la foule et de défilés brillants et hauts en couleur. C'est dans ces conditions que se déroulent les 17 grands voyages qu'accomplit le prince-président puis l'empereur entre 1852 et 1869, et qui sont considérés par lui comme autant de plébiscites partiels, mais révélateurs de sa popularité. D'autant plus que, loin de céder à la facilité, Napoléon III choisit systématiquement de visiter les régions réputées opposées au régime, parce qu'elles sont soit républicaines, soit royalistes. Après le plébiscite et le voyage, la fête nationale du 15 août et une large attribution des décorations civiles et militaires constituent d'autres grands moyens de rapprocher l'empereur de l'ensemble de la population. Déjà, le 11 janvier 1852, lors de la proclamation des résultats du plébiscite du 20 et 21 décembre 1851, une fête nationale s'est déroulée sur tout le territoire français. Le résultat paraît tout à fait concluant au prince-président puisque, le 16 février suivant, un décret stipule « À l'avenir sera reconnu et célébré comme fête nationale l'anniversaire du 15 août ». Donc c'est à la fois la Saint-Napoléon, une fête religieuse, l'Assomption de la Vierge, c'est-à-dire qu'elle est montée au ciel. Cette fête est à la fois fête de l'empereur et fête nationale, était composée de défilés civils, de revues militaires, de processions religieuses, de banquets, de bals, le tout enrobé dans des flots de musique, jaillis de multiples orchestres et orphéons, c'est des chorales, et ponctué durant la nuit par des illuminations et des feux d'artifice. Donc, il fallait désigner en jaune les manières qu'a le prince-président de rester en contact avec la population. Le plébiscite, on répond directement à une de ces questions, et ensuite les différents voyages. On peut rapporter cela ce que va faire le général de Gaulle, qui va faire énormément de référendums,
quand il a été président et qui a fait aussi énormément de voyages pour garder le contact avec la population. Quelle est pour Napoléon III l'importance des plébiscites? Ça donne et ça confirme sa légitimité, puisqu'il gagne les référendums, enfin les plébiscites. Pardon. Pourquoi fait-il autant de voyages? C'est pour soigner son image, se montrer, et en même temps constater l'étendue de sa popularité. À l'époque, il n'y avait pas des concerts de casseroles comme maintenant. Pourquoi le 15 août comme fête nationale? C'est la Saint-Napoléon, et cela le rapproche un peu plus de son oncle pour montrer le lien familial et donc sa légitimité. Consigne du ministre de l'Intérieur au préfet. Dans les élections qui se préparent, le peuple français a un rôle important à remplir. Mais ici, quel ne serait pas son embarras sans l'intervention du gouvernement? Comment 8 millions d'électeurs pourraient-ils s'entendre pour distinguer entre tant de candidats, 261 députés animés du même esprit, dévoués aux mêmes intérêts? Il importe donc que le gouvernement éclaire à ce sujet les électeurs. En conséquence, monsieur le préfet, prenez des mesures pour faire connaître aux électeurs de chaque circonscription de votre département, par l'intermédiaire des divers organes de l'administration, par toutes les voies que vous jugerez convenables et, au besoin, par des proclamations affichées dans les communes, celui des candidats que le gouvernement de Louis-Napoléon juge le plus propre à l'aider dans son œuvre réparatrice. Donc, c'est ce qu'on appelle les candidats officiels. Donc, combien y a-t-il d'électeurs? Environ 8 millions à cette époque-là, pour élire 261 députés, comme dit le texte. Que signifie la phrase soulignée? Que les députés doivent avoir la même opinion et être fidèles à l'empereur pour défendre sa politique. Et les moyens pour que la population vote dans le sens qu'on attend d'elle, c'est les agents de l'administration et l'affichage de proclamations dans les communes. Intervention d'un maire. Électeur de Vouzon, vous êtes appelés à venir déposer vos votes à la mairie pour nommer un député au corps législatif. Vous n'oublierez pas tous les bienfaits dont l'empereur a comblé notre commune à ses différents passages: secours pour les pauvres, secours pour notre église, don de la pompe à incendie. Vous prouverez votre reconnaissance à l'empereur en donnant vos voix à l'honorable M. Clary, recommandé par le gouvernement et par les services qu'il a rendus au département. Vous n'oublierez pas qu'il vient encore de venir au secours de notre commune en obtenant pour nous une somme de 2000 francs pour notre église et dont nous pouvions payer les dépenses. L'historien Dupeux, qui cite ce texte, aspect de l'histoire économique du Loir-et-Cher, précise que M. Clary a obtenu 341 votants, sur 341 votants, 240 voix, et son adversaire, M. Cantagrel, une voix. Vous voyez que c'était quand même utile d'être candidat officiel. Alors, quand le maire met-il en pratique ces consignes? Il rappelle aux électeurs tout ce que la commune doit à l'empereur, des secours pour les nécessiteux, l'église, la pompe à incendie et une somme pour réparer l'église. Alors, comment peut-on appeler ce procédé? Ce sont des élections manipulées. Voilà. Rassurez-vous, de manière un peu différente, nos hommes politiques actuels le font. C'est souvent le cas pour se faire élire. Il y a plein de petits chèques qui tombent pour inciter les gens à bien voter. Quelques figures féminines du Second Empire. Il y a Julie Victoire d'Aubier. C'est la première bachelière de France. Alors, pour passer l'examen, elle s'est battue becs et ongles. Voilà. Louis-Napoléon Bonaparte et l'impératrice Eugénie sont aussi intervenus, parce qu'à la fin, elle a bien sûr obtenu son diplôme, mais le ministre de l'Instruction de l'époque refusait de le signer. Donc c'est l'empereur qui l'a obligé à le signer. Deuxième figure, Lisa Lemonnier, considérée comme la fondatrice de l'enseignement professionnel féminin.
en France. Elle crée en 1862 la Société pour l'enseignement professionnel des femmes. En 1890, il existe 8 écoles Lemonnier pour environ 500 jeunes filles. Ce sont des écoles payantes avec possibilité de bourse dont la scolarité s'étale sur 3 ans. Anciennement laïque et partagé entre cours généraux le matin, français, histoire, géographie, arithmétique et cours professionnels l'après-midi, comptabilité, droit commercial, enseignement professionnel comme gravure sur bois, peinture sur porcelaine. Et enfin, Madame Madeleine Bress, qui entame des études de médecine en 1869 et obtient son doctorat en 1875, ce qui fait d'elle la première femme médecin de la faculté de médecine de Paris. Cependant, avant de commencer ses études, elle a dû obtenir l'autorisation officielle de son mari. C'est lui qui peut autoriser son épouse à pouvoir travailler ou faire des études. La trace écrite, votée sous le Second Empire en 1852-1870, arrivé au pouvoir après un coup d'État en 1851, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu empereur Napoléon III, établit un régime fondé sur des principes démocratiques, mais accompagné d'un grand autoritarisme. On parle parfois de césarisme démocratique, le mot césarisme venant de Jules César. La démocratie est garantie par le secret du vote, des élections électorales mieux tenues, des bureaux de vote installés dans toutes les communes et non plus seulement dans les chefs-lieux d'arrondissement. Le régime en place est autoritaire pour plusieurs raisons. D'abord, les préfets, qui sont nommés par le gouvernement et prêtent serment à l'empereur, contrôlent la vie du département, nomination des maires, pression sur les élections. En outre, la police chasse les opposants. L'enseignement est contrôlé, la presse doit recevoir une autorisation pour pouvoir paraître. Théâtre et livres sont soumis à la censure. Enfin, le parlementarisme est rejeté parce que la démocratie se veut directe. Personne ne doit s'interposer entre l'empereur et le peuple, d'où l'usage du plébiscite. Pour limiter l'influence du corps législatif, les projets de loi soumis par l'empereur sont rédigés par 2 autres assemblées, le Sénat et le Conseil d'État, dont les membres sont nommés par l'empereur lui-même. Les députés ont un rôle restreint. Ils votent les lois et les impôts, mais ne peuvent pas interpeller le gouvernement pour demander des explications sur sa politique. Ils sont enfin élus au suffrage universel masculin, mais le gouvernement recommande les candidats par la pratique des candidatures officielles. Malgré tout, ce régime bénéficie de l'appui de la majorité de la population grâce aux interventions personnelles de l'empereur, l'appui de l'Église et au progrès économique. Et c'est surtout sur ça que cet empereur est très important. C'est lui qui va développer le train, qui va vraiment faire entrer la France dans l'ère industrielle. Son seul point noir, c'est que il a fait un coup d'État qui a fini avec les républiques. C'est pour ça que des gens comme Victor Hugo et beaucoup d'historiens républicains le considèrent comme un empereur médiocre. En fait, ça n'a pas été un si mauvais chef d'État. Voilà pour cette unité numéro 3. Donc, vous avez pour le devoir numéro 8, le feu vert. Bon courage pour le devoir.